Vous rêvez de revivre le passé? Moi, j'ai cette chance. Je m'appelle Frank Parker et travaille pour un projet gouvernemental top secret de voyage dans le temps. Quand il y a une catastrophe, on m'envoie dans le passé pour tout arranger. Je n'ai que 7 jours pour agir. On peut tout recommencer. Le projet Montauk est un groupe supposé d'opérations qui aurait été mené par le gouvernement des États-Unis. Opéré à Camp Hero ou à la base militaire de Montauk, ces opérations auraient visé à renforcer l'information des États-Unis sur la guerre psychologique. Mais ils voulaient aussi faire des expériences sur le voyage dans le temps. De nombreux livres ont été écrits sur le sujet, dont ceux de Preston Nichols, et certaines personnes croient que c'est l'origine de ces rumeurs sur le projet Montauk, à Long Island. Mais en réalité, ces histoires remontent cependant à plusieurs décennies. Au début des années 80, Preston Nichols affirmait qu'il s'était soudainement souvenu de choses qui étaient réprimées dans sa mémoire. Originaire de New York, Nichols affirme qu'il a obtenu des diplômes en psychologie, en génie électrique et en parapsychologie. Ceux qui croient au projet Montauk disent qu'il s'agit d'une suite de l'expérience de Philadelphie, une expérience catastrophique, qui aurait eu lieu en 1943. Ils étudiaient l'électromagnétisme, d'après les découvertes de Nikola Tesla, et étaient curieux de savoir comment rendre les choses invisibles, pour les utiliser dans le domaine de la guerre. Cependant, lorsqu'un rapport a été préparé pour le Congrès, il a été officiellement rejeté. Ils ont prétendu que ce serait beaucoup trop dangereux. Cependant, il aurait quand même été financé secrètement par le ministère de la Défense, avec 10 milliards de dollars, argent issu d'un train qui transportait de l'or nazi. Les travaux ont commencé à Long Island, près de New York, mais des améliorations ont d'abord été nécessaires. Ils ont déménagé la base à Montauk à la fin des années 60. Ils ont fait un bunker sous la base, et ensuite, pour le masquer, ils ont fermé la zone, à cause de la contamination électromagnétique de l'environnement. Des rumeurs ont commencé à parler de ce qui s'était passé. Les gens ont dit que l'établissement avait 12 niveaux, et qu'il y avait des centaines de travailleurs. Il y avait des rumeurs que les bâtiments souterrains étaient si grands, qu'ils étaient allés bien au-delà des limites de Montauk. En manque de cobayes pour leur premier test, on pense qu'ils auraient pris des sans-abri et des orphelins. Certains d'entre eux n'ont jamais été revus, mais quelques-uns auraient survécu. L'un de ces survivants, Stuart Swerdlow, affirme avoir été impliqué. Il dit qu'il avait amélioré ses capacités psychiques, au point de matérialiser des objets à partir de rien. Il dit aussi que son esprit et ses facultés mentales ont été stimulés, mais il y avait une perte, due à l'instabilité émotionnelle, et qui était devenue problématique. Il a également été confronté à un stress post-traumatique, et à d'autres problèmes. Parallèlement à cela, des expériences de téléportation auraient également été menées avec succès. Vous pourriez penser que c'est déjà incroyable, mais il y a encore plus incroyable au sujet du projet Montauk, et la réalité dépasse la fiction. En 1983, alors qu'ils avaient une maîtrise totale de l'espace-temps, ils ont créé un tunnel spatio-temporel qui permettait de se connecter avec l'USS Eldridge, un navire de la marine américaine qui, 40 ans plus tôt, avait disparu lors de l'expérience de Philadelphie de 1943 et était coincé dans une bulle de l'hyperespace. Deux marins de l'Eldridge, Duncan Cameron et son frère, Edward Cameron, qui avaient sauté par-dessus bord, auraient voyagé dans ce tunnel spatio-temporel et seraient arrivés en 1983 sur la base militaire du projet Montauk. Puis, ils furent emmenés par des militaires armés dans une installation souterraine où ils furent accueillis par le professeur von Neumann qui dirigeait ces expériences. Alors, il leur expliqua qu'il devait les renvoyer vers l'Eldridge en 1943 afin qu'ils détruisent les générateurs de champs électromagnétiques pour que le bateau réapparaisse et retourne dans les installations navales de Philadelphie. Une fois renvoyés sur l'Eldridge, ils détruisirent l'équipement du poste de contrôle, et les générateurs cessèrent de fonctionner.
Alors que le champ électromagnétique commençait à s'inverser, ils retournèrent sur le pont et constatèrent avec horreur que des marins étaient incrustés dans les parois métalliques du navire. Voyant toute cette panique, Duncan Cameron sauta à nouveau par-dessus le pont du navire et disparut. Comme les champs magnétiques ne s'étaient pas encore effondrés, il retourna en 1983 au projet Montauk. Son frère, Edward Cameron, resta sur l'Eldridge en 1943. Quelques années plus tard, en 1947, Edward Cameron fut arrêté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Eh, venez voir! C'est incroyable! C'est pas vrai! Commandant, excusez-moi. C'était le garde-côte. Ils disent que l'Eldridge a disparu. Oui, il a disparu des écrans radars, heureusement. Non, il a vraiment disparu, monsieur. Pour de vrai. Ça a établi ses contacts radio avec le commandant de l'Eldridge. C'est impossible, monsieur. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Transmettez à l'Eldridge, coupez les générateurs, dépêchez-vous! C'est impossible d'établir le contact radio. Continuez, essayez. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Cachalot, ici chien de mer à vous. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, il faut couper les chiens. Ça va? Ouais. Vous entendez si vite? Mais qu'est-ce que... David, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. T'as vu ce que j'ai vu? Oui, je vois la lune, des étoiles. Mais tout à l'heure, t'as pas vu? T'as pas vu le bateau et la ville, hein? Mais si. Ça tournait comme une espèce de toupie, mais qu'est-ce que c'est? Et ta main, ça va? Oui, ça va, je sens plus rien maintenant. Qu'est-ce que c'est encore? Je sais pas. Hé, regarde ça! Quand il y a une catastrophe, on m'envoie dans le passé pour tout arranger. Je n'ai que 7 jours pour agir. Bonjour à tous. Bon, là vous venez de voir une petite compilation dont le premier extrait c'est une série télévisée qui s'intitulait 7 jours pour agir. Comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, à travers certaines séries et certains films de science-fiction, on vous divulguerait certaines technologies qui seraient développées dans le plus grand secret. L'effet Mandela serait la résultante d'une interaction entre plusieurs mondes parallèles. Et à chaque fois que nous entrons en contact avec l'un de ces mondes, notre mémoire s'en trouve altérée, comme par exemple la mort de Nelson Mandela. Certains pensent qu'il serait mort au mois de juillet 1991, dans sa prison, alors que d'autres avaient bien le souvenir d'une mort survenue au mois de décembre 2013. Ces deux dates différentes semblent nous indiquer qu'un monde parallèle serait entré en interaction avec le nôtre. Et ce phénomène serait arrivé parce qu'un groupe de scientifiques avait décidé d'envoyer dans le temps, vers notre passé, une équipe dont la mission consistait à empêcher la mort de Nelson Mandela en 1991 dans sa prison. Ils ont ainsi fabriqué une nouvelle réalité historique qui nous aurait projeté vers un monde parallèle dans lequel nous vivons actuellement. Mais comme l'ancienne version continue d'exister sur un plan parallèle, cela crée une perturbation de l'espace-temps qui nous présente deux dates de décès pour Nelson Mandela. La vraie qui était celle de 1991 et la version modifiée qui correspond à 2013. Voilà.
Actuellement, nous aurions intégré pleinement la réalité alternée, ce qui nous expliquerait pourquoi nous sommes tous convaincus que Mandela est devenu président et qu'il est mort au mois de décembre 2013. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croiraient, ce phénomène de changement de réalité qu'on appelle l'effet Mandela ne prendrait pas sa source dans toutes ces expériences réalisées dans les accélérateurs de particules, mais bien dans le projet de Montauk qui aurait commencé dans les années 50. Mais bon, me direz-vous, comment ce projet Montauk serait-il né? Suite à l'expérience de Philadelphie réalisée en 1943 et qui se termina par un désastre humain, comme vous venez de le voir dans l'extrait, les scientifiques responsables de l'essai arrêteront ce projet dit de Philadelphie. Mais voulant comprendre le problème survenu avec l'équipage lors de l'expérience de 1943, ainsi que l'application de ce projet pour rendre les navires et les avions invisibles au radar, nos scientifiques relanceront le programme sous la direction du docteur von Neumann au laboratoire de Brookhaven, où l'on y aurait déjà réalisé certaines expériences. En 1969, le groupe scientifique du projet Phoenix de Brookhaven désirant poursuivre leurs recherches, réclameront auprès des militaires de nouveaux bâtiments qui accepteront en leur offrant l'accès d'une base désaffectée qui se trouvait à Montauk, qui se trouve proche de Long Island à New York, autour de New York. Cette base est équipée d'un radar dit Sage. Les techniciens du vieux radar de la base, le radar Sage, signaleront aux scientifiques qui vont intégrer cette base qu'ils avaient déjà remarqué dans les années 60 que la puissance et la fréquence du radar pouvaient influer sur l'humeur et le comportement des gens de la base. En exploitant les différentes fréquences du radar, les scientifiques pouvaient induire différents comportements sur toutes les personnes, c'est-à-dire les humeurs surtout, sur toutes les personnes qui travaillaient dans cette base. On pouvait les rendre tristes, les rendre joyeux, les rendre très très stressés, et tout ça en modifiant juste la fréquence du radar. Par la suite, ils mettront au point une étrange chaise sous laquelle était placé tout un dispositif de bobines et de cristaux. Les cobayes qui s'allongeaient sur cette chaise dite de Montauk avaient la tête couverte d'un casque d'où partaient des dizaines d'électrodes qui se connectaient au dispositif de la chaise. L'un de ces cobayes, Duncan Cameron, avait acquis la capacité d'influer sur la pensée des autres grâce à ce dispositif. Mais plus étrange encore, certaines de ces pensées se trouvaient carrément projetées par l'émetteur, mais le signal disparaissait soudainement. Au début, les scientifiques pensèrent à un mauvais fonctionnement jusqu'à ce qu'ils remarquent que beaucoup de choses que Duncan avait tenté de projeter ne s'affichaient pas tout de suite, ou se produisaient mais plusieurs heures plus tard, ou même quelquefois avant. Apparemment, ce Duncan Cameron était capable d'altérer l'écoulement du temps ou de le contracter. D'autres recherches avaient montré que la mise en place d'êtres utilisés pour les expériences et les tests n'avait pas suffisamment de pouvoir pour plier assez correctement le temps et provoquer un décalage horaire. Pour atteindre la pleine maîtrise sur l'écoulement du temps, les chercheurs de Montauk vont installer une sorte d'antenne type delta T. Cette antenne delta T avait été placée dans une chambre souterraine énorme creusée sous la base de Montauk et qui se trouvait à 100 mètres de profondeur. L'antenne elle-même était énorme puisque, d'après ce qu'on nous dit, elle mesurait 50 mètres de hauteur sur 30 mètres de large. Bon, comment était la forme géométrique de cette antenne On nous explique type delta T. Probablement qu'il y avait une forme de T. La chaise de Montauk, elle, était placée au-dessus et en dessous de cette antenne de l'émetteur. C'était pour les scientifiques une manière de neutraliser toutes les perturbations qui auraient lieu lorsqu'on actionnerait le dispositif. Après l'installation de la nouvelle antenne, qui avait lieu en 1980, les scientifiques remarqueront que Duncan Cameron, qui s'allongeait sur cette chaise de Montauk, avait un contrôle total sur le flux du temps. Il pouvait ouvrir des portails temporels à n'importe quel moment en se concentrant juste sur une date bien précise. Ces portails ressemblaient à de larges spirales ou des tourbillons. À l'intérieur du portail se trouvait un tunnel avec de la lumière au bout. On pouvait regarder à travers un portail pour voir un portail ou une fenêtre plus petite à l'autre extrémité. La série Au cœur du temps, dont j'illustre la thématique de ma vidéo, ce que vous voyez là à l'antenne, cette série nous explique comment était ce fameux tunnel du temps. Oui, pourquoi on le retrouve dans la série Au cœur du temps, c'est pas par hasard. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien cette série, vous avez bien remarqué que le premier épisode de cette série Time Tunnel en anglais, du bon américain, et Au cœur du temps en français, elle commence par un saut dans le temps sur le Titanic. Donc vous vous doutez bien, si notre planète c'est devenu un Titanic, ce que ça veut dire. Mais bon. En traversant le tunnel, une personne pouvait relier un autre tunnel que le tunnel auquel elle était connectée. Les tunnels n'étaient pas toujours tout droits.
Parfois, des pannes d'électricité entraînaient la disparition des tunnels, avec bien entendu la perte de la personne qui était à l'intérieur. Hein, oui. Ils auraient ainsi perdu des centaines et des centaines de copains humains. Mais bon, il y avait cependant quelques problèmes avec les portails initiaux hein, du temps. Les portails avaient tendance à dériver. Et les gens qu'on envoyait dans le temps n'étaient pas toujours en mesure de trouver le portail pour revenir. Il avait fallu attendre l'année 1981 pour commencer à calibrer l'équipement et former Duncan Cameron pour qu'il puisse maintenir un portail parfaitement stable. Et quand les chercheurs avaient réussi à stabiliser et verrouiller avec succès les portes du temps créées par Duncan, la nature du projet avait encore changé. Là, la quasi-totalité du personnel avait été finalement remplacée. Et une nouvelle équipe de personnes, scientifiques, techniciens et militaires, vont être affectés à cette base. C'est un nouveau personnel. Le projet aussi avait été rebaptisé Projet Phoenix 3 et de 1983, l'objectif du projet consistait à explorer le temps lui-même. Afin d'explorer ces portails du temps, les chercheurs de Montauk auraient enlevé des centaines de sans-abri. Ils passaient un certain temps, une semaine environ, à les préparer pour le voyage et pour les envoyer ensuite vers l'inconnu. Et s'ils revenaient, ils devaient faire un rapport complet de ce qu'ils avaient vu. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'en revenaient pratiquement pas. Ils étaient perdus dans les lames du temps. Le projet avait également utilisé un grand nombre d'enfants dans ses expériences. Ces enfants étaient exclusivement du sexe masculin et âgés de 10 à 16 ans. Bon, pour ces enfants, on les envoyait souvent vers le futur, d'après ce qu'on nous dit. En l'an 7000 après Jésus-Christ, ils devaient logiquement arriver dans une ville en ruine, qui était la ville de New York, et retrouver une statue de cheval. Ensuite, lorsqu'ils revenaient, ils devaient faire un rapport. Les chercheurs avaient découvert de nombreux mondes parallèles, mais certains leur semblaient plus intéressants que d'autres. Et c'est là que j'en viens à l'effet Mandela. En réalité, l'effet Mandela a commencé à partir des années 50, 60, 70, lorsque on a commencé à faire des tests, surtout à partir des années 80. Lorsque les scientifiques de Montauk ont commencé à ouvrir des vortex pour aller vers d'autres époques du temps. Là, à partir de cet instant, ils ont créé une multitude de réalités alternées, de mondes parallèles, puisqu'ils sont partis dans le temps pour modifier certains aspects du temps. Donc en modifiant certains aspects du temps, ils ont créé une réalité alternée, un autre monde, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de ces mondes parallèles se connectent aux nôtres et ça crée une confusion sur certains de nos souvenirs. C'est parce que les scientifiques de Montauk ont voulu modifier notre passé, du moins le passé de certains événements. Ils pensaient nous affecter directement, mais ce qui s'est passé, c'est que quelquefois, ils ont créé des réalités alternées, des réalités parallèles, et ces réalités se regroupent. Bon, ils ont aussi essayé de s'attaquer aux religions, mais comme vous le voyez, les religions sont toujours là, mais bon, très très affaiblies. On se demande vraiment s'ils n'ont pas fait quelque chose dans le temps pour affaiblir à cette vitesse les trois religions monothéistes. Et il y aura eu certains cas où de nombreuses personnes par groupe, l'un après l'autre, furent envoyées entre 200 ou 300 ans dans le futur. C'est-à-dire en l'an 2300-2400, de manière systématique, comme pour les enfants. L'objet de cette opération dans le futur nous est inconnu, mais bon, je pense qu'on les a envoyés pour récupérer de la technologie et la faire revenir dans le passé. Enfin, ils s'intéressent aussi aux événements du passé. Ils vont regarder les événements de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et même de l'époque de Jésus en Galilée. Et comme je viens de vous le dire, en réalité, ils ont été à beaucoup d'époques. Ils ont même voulu arrêter la guerre du Vietnam. Ils ont voulu empêcher l'assassinat de Kennedy. Et à cause de cela, ils ont créé des réalités alternées. Ce qui explique aussi pour Kennedy pourquoi vous vous retrouvez avec une Cadillac à 4 places, et lorsque vous visualisez le film, vous vous retrouvez dans une voiture à 6 places. C'est parce qu'ils ont été dans le passé pour modifier cette histoire. En faisant cela, ils ont modifié d'autres aspects de l'époque. La deuxième phase du programme Phoenix 3 consista à créer des portails non vers le passé ou le futur, mais c'est là où ça devient intéressant, mais vers d'autres planètes. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, celui qu'on appelle le Grand Monarque va exploiter cette technologie pour ordonner un programme d'évacuation de la planète. C'est une sorte d'arche de Noé, mais futuriste. On ne va pas construire un bateau, ni un vaisseau. Les gens seront évacués par des sortes de vortex, comme vous voyez dans les films
les séries TV, hein, Stargate SG1, Sliders, voilà, vous avez beaucoup de séries où les gens passent par des vortex, Terra Nova aussi, voilà. Et là, en réalité, on vous prépare indirectement. Et c'est ainsi qu'un portail sera créé entre notre planète et la planète Mars. Et grâce à ce portail, les Américains vont installer une sorte de mini-base, bien entendu, à l'intérieur d'une montagne qui sera oxygénée, puisqu'en réalité, la planète Mars, contrairement à ce que les images vous diffusent, n'est pas aussi rouge qu'on le croit. Ça a été, comment dire, retravaillé, les couleurs ont été retravaillées pour vous donner l'aspect de cette rougeur de la planète. Alors qu'en réalité, c'est parce que voilà, on essaie de nous faire croire que c'est une planète qui n'est pas habitable. Parce que l'état-major américain veut installer une colonie et puis installer des gens. En gros, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils veulent prendre la planète pour eux-mêmes, instituer un système économique capitaliste et commencer à fonder une colonie avec un système économique qui leur est propre. Donc ils ne veulent pas des autres pays de la planète, sauf que voilà, ils ont occulté la donnée de l'antéchrist, hein, celui qu'on appelle le grand monarque. Lui, il ne voit pas les choses de la même manière. Bah, le projet Montauk a finalement été arrêté le 12 août 1983. Hein. À cette date, un portail temporel avait été ouvert, comme vous l'avez vu dans les extraits, qui reliait la base de Montauk avec le navire l'USS Eldridge, hein, d'il y a 40 ans, au cours de la première expérience de Philadelphie. Hein. Ce portail avait été ouvert de leur propre chef, vu qu'ils voulaient tenter de couper la connexion avec l'expérience de 43, afin d'annuler la boucle temporelle qui s'était créée entre les deux expériences. Plusieurs membres du projet étaient devenus de plus en plus mal à l'aise avec les objectifs et les dessins des responsables du projet. Hein. Avec la possibilité d'interagir avec le temps et l'espace, ils pourraient modifier l'histoire actuelle, hein, ou provoquer des catastrophes. Bah, L'Eldridge de 1943 était apparu sur l'eau au large de Montauk, hein, près d'un quai. Hein. Il était prévisible que cela puisse se produire, mais ils étaient quand même étonnés d'apprendre que le navire s'était bel et bien matérialisé. Al Bielek et Duncan Cameron, qui avaient sauté du bateau, que vous avez vu dans l'extrait, eux seront alors envoyés en urgence en 1943, hein, puisque c'est eux qui étaient venus en 1983, pour détruire l'équipement du navire et arrêter la connexion avec l'expérience d'il y a 40 ans. Mais il y a eu bien pire par la suite. Hein. En 1983, un jour, vous avez une créature, c'est une bête, un monstre qui s'est matérialisé soudain dans la base. Hein. Et cette bête a cherché à détruire tout ce qu'elle pouvait trouver. Hein. Pendant ce temps, les membres du projet, complètement paniqués, vont commencer une tentative pour couper l'alimentation de l'émetteur de la base, hein, pour faire disparaître cette créature. Après avoir été obligé de détruire une partie de l'équipement, car de couper l'alimentation n'avait pas suffi, hein, le transmetteur était hors tension, mais la bête s'est heureusement... et la bête s'était volatilisée. Hein. Et après le désastre du 12 août 1983, le projet Montauk fut finalement arrêté. Hein. Bien entendu, ce que vous ignorez, c'est que ce projet a été arrêté, mais voilà, on a déplacé les équipements vers d'autres zones, hein, parce que les gens avaient commencé à comprendre qu'il y avait une base ici, donc il fallait vraiment l'arrêter. La base avait été vidée de tout le personnel, avec ordre de ne parler à personne et d'oublier ce qui s'était passé, hein, presque un an plus tard, en mai ou juin 84. Une unité des bérets noirs, hein, qu'on appelle les Delta Force, hein, serait entrée dans la base ayant l'ordre de tirer sur quelqu'un ou quelque chose qui s'y trouvait. Ils débarrassèrent la base de tous les équipements compromettants et veillèrent à supprimer tout le matériel. Et après cela, les chambres souterraines avaient été bouchées. Selon une source, l'une des salles vidées contenait des centaines de squelettes humains. Oui, vous avez bien entendu, hein, c'était les victimes des expériences, hein, qui avaient mal tourné. Hein. Et alors, à la fin de l'année 1984, du béton avait été coulé dans un grand nombre de conduits d'ascenseurs et dans les zones d'accès souterraines de la base de Montauk, hein, afin de faire effondrer plusieurs galeries à l'aide d'explosifs, hein, fermant ainsi tous les accès utilisés pour arriver aux différentes salles où ont eu lieu les expériences. Donc là, vous avez compris que cette base a été fermée, hein, c'était un peu logique, hein, parce que les gens commençaient à avoir des rumeurs, il y a des rumeurs qui commençaient à circuler au sujet de cette base, hein. Donc, et puis il y a cette bête qui est apparue en 1983, donc il fallait la fermer. Mais bon, cette technologie n'a pas disparu pour autant, parce que tout a été déplacé vers une autre base. Hein. Oui, ouais. Faut dire à ces scientifiques, nous ne sommes pas vraiment idiots. Hein.
Parce que comme le phénomène de l'effet Mandela continue, c'est que je pense qu'on continue à modifier certains aspects du passé. Comme je l'ai dit, avec les astronautes de la navette qui a explosé, hein, comme par hasard, la navette explose et on retrouve les doubles vieillis de 30 ans. C'est que voilà, hein, comme c'est expliqué dans le premier extrait, 7 jours pour agir, hein, ils font des sauts dans le temps pour modifier certains aspects du passé. Mais le problème, c'est qu'ils créent une multitude de mondes parallèles. Et ces mondes parallèles interagissent entre eux. Ça explique pourquoi on a les souvenirs de notre mémoire sont troublés. Je parle des souvenirs de notre mémoire. Hein. Je ne parle pas des souvenirs de celui que vous appelez le grand monarque, puisque lui, c'est artificiel. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein, je vous dis à la prochaine pour une autre. Hein.